Ce soir, donc, la question des enfants, une question qui ne laisse personne indifférent. Évidemment, d'ailleurs, je me suis rendu compte avec les annonces, là, puisque je fais des annonces, il y a eu un succès d'estime absolument invraisemblable, avec simplement 2 photos. La photo de Maud Manani et la dernière, la photo de Dolto. Alors là, je vous recommande ces deux-là pour avoir vraiment un maximum de likes. Alors bon, Dolto, on la connaît, très bien. Maud Manani, peut-être un peu moins, mais enfin, il faut quand même se souvenir que c'est une des fondatrices avec son mari, il me semble, d'Espace Analytique, qui est donc d'une certaine manière dans une histoire de couple qui se reconduit. D'ailleurs, on voit que les couples à Espace Analytique sont très présents. Le couple est présent. Voilà, c'est pas la peine de se cacher. Le couple est présent et ça donne une certaine couleur aux idéaux de l'association des psychanalystes qui nous réunit. Alors bon, je suis en train de travailler de très près le transfert, donc j'espère vous donner ma version dans quelques temps, peut-être dans le prochain séminaire. Et on voit que Lacan recommande d'étudier ce qui fait l'unité de la masse des analystes, quel est cet idéal. Chaque institution, au fond, on pourrait prendre les institutions les unes après les autres, les psychanalystes, on verrait que l'idéal n'est pas toujours le même. Donc, évidemment, de toute façon, il suffit de le repérer pour s'en passer. C'est quand même ça qui est recommandé. Se passer de l'analyste idéal, ou de l'idéal de l'analyste, pour être à peu près, enfin, c'est pas certain, mais enfin, être sur la bonne voie pour d'une certaine manière, prolonger sa passe, au-delà de l'institution qui peut enfermer le sujet dans un système d'idéaux, qui sont ceux en gros, étudiés par le Freud de la scène psychologique. Alors, je dis tout ça parce que succès, bravo, succès dans les réseaux de l'annonce concernant la psychanalyse des enfants. Alors, qui est quelque chose quand même évidemment de très, très délicat, la psychanalyse des enfants. On a toujours, évidemment, il y a toujours l'idée que c'est une psychanalyse infantile. Mais c'est pas vrai. Évidemment, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas toujours vrai. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui s'occupent de ça, quelques hommes aussi. Mais il y a quelque chose là à analyser dans le rapport, non seulement des femmes aux enfants, ou plutôt des mères, ou pas toujours précisément. Moi, j'étais chercheur chez Ginette Rimbaud, qui travaillait beaucoup sur les enfants, et naturellement d'abord sur les enfants morts. Et elle a fait d'une certaine manière sa carrière là-dessus, mais elle-même n'a jamais eu d'enfant. Donc, enfin, il y aurait quelque chose à voir, mais enfin, bon, je pense pas que ce soit simplement ça pour égayer un peu la soirée. Et donc, je vous passe tout de suite la parole, Maria, pour que vous nous racontez. Oui, parce que ce soir, je vais me centrer plutôt sur l'enfant, les symptômes de l'enfant. Oui, voilà, oui, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que, bon, alors, allez-y. Ok. Je me laisse parler. Oui, parce que donc, du coup, effectivement, mon idée ce soir, c'était de revenir sur ce que je travaille actuellement, que c'est très spécifiquement ce qui se passe avant les visites chez les enfants qu'on reçoit, par exemple, dans la Maison Verte. Donc, ça va être
des réflexions, surtout de la clinique de la Maison Verte, mais aussi il y a des développements théoriques qu'on a beaucoup travaillé avec Catherine Salvin et qui est ici présente, que ça fait quelques années qu'elle anime les séminaires Lire Manoni aujourd'hui, et au moins 7 ans. Et du coup, oui, on a un groupe de psychanalystes d'enfants qu'on travaille vraiment les textes de Manoni par rapport à tout ce qu'elle peut nous donner comme outil pour comprendre ce qui se passe dans la clinique pour l'enfant. Et Mose Manoni, elle disait toujours la psychanalyse d'enfant, c'est la psychanalyse. Et ça, c'est plus preuve. Donc, il y a plein de choses à dire par rapport à l'histoire de la psychanalyse pour les enfants. Peut-être qu'on aura le temps parce que je vais revenir sur les petits hommes, mais fondateurs. Mais du coup, donc, je vais lire et après, on va discuter. L'idée était de présenter l'état de réflexion concernant ma clinique avec les plus petits. Il y a eu d'emblée deux aspects qui se sont dégagés. D'un côté, la réflexion autour de la métapsychologie des manifestations symptomatiques chez l'enfant avant les dites, donc de 0 à 4 ans, et qu'on les appelle aussi des troubles relationnels précoces. Ce sont toutes les situations qui peuvent apparaître très tôt entre les parents et les enfants et qui ne sont pas de l'ordre de la pathologie, mais qui sont suffisamment embêtants pour les parents pour consulter. Et ça va être des crises de colère d'un enfant en bas âge, des insomnies. En général, ça touche plutôt les corps, c'est-à-dire c'est du côté pulsionnel et des fonctions, le sommeil, l'alimentation, la respiration, la digestion. Donc, je me demande aussi quel impact cette conception peut-elle avoir en pédopsychiatrie en France. Actuellement, on voit les symptômes de l'enfant comme un problème à supprimer, plutôt que comme l'expression d'un malaise plus large qui implique la famille et la société. Ma clinique est en partie issue de mon expérience à la Maison Verte, dont le travail illustre, à mon sens, la possibilité déjà imaginée par Freud d'une institution psychanalytique ouverte au tout venant et sur la cité. Créée en 1979, la Maison Verte est le fruit d'un projet porté par François Stolto et une équipe de psychanalystes et d'éducateurs. Ils ont mis en place ce dispositif, pensé comme une rupture avec les cadres classiques de la cure, pour proposer une nouvelle façon d'accueillir l'enfant. Ce projet repose sur un constat clinique. D'autant respect des enfants de 6-7 ans, déjà en âge de latence, qui venaient en consultation et qui étaient arrivés à l'école avec déjà des symptômes déjà installés. Dans l'histoire, dans les anamnèses, dans l'histoire de la maladie de ces enfants, il apparaissait qu'ils avaient tous traversé des épreuves qui avaient laissé des traces. Ces événements, qui étaient vécus très précocement, n'avaient pas été mis en mots au moment où cela s'est passé. L'équipe faisait ainsi l'hypothèse que l'absence de symbolisation précoce favorisait la persistance des traces inconscientes qui plus tard pouvaient se manifester comme pathologie et se cristalliser en symptômes. C'est pour ça qu'à la Maison Verte, on accueille des enfants dès la naissance jusqu'à leur 4e anniversaire, soit à une période cruciale de la structuration psychique où rien n'est encore totalement fixé. C'est aussi une période marquée par des étapes sensibles comme les premières séparations, sévrage, propreté, entrée en crèche ou à l'école, au cours desquelles peuvent émerger des difficultés relationnelles que l'enfant va exprimer même sans langage verbal, notamment à travers le corps, parce qu'il est déjà inscrit dans le langage. L'idée était donc d'offrir une écoute précoce afin de permettre une mise en mots et de prévenir l'installation des troubles relationnels. Bon, cette idée de prévention en psychanalyse, c'est à réfléchir, mais c'est un des principes fondateurs de la Maison Verte, c'est la prévention des symptômes, on peut dire, et la socialisation précoce. Et donc, concrètement, on est 3 accueillants par jour de la semaine, disponibles pour accueillir les familles qui viennent sans rendez-vous et qui peuvent rester le temps qu'elles le souhaitent. L'accueil se fait de façon anonyme, seul le prénom de l'enfant est demandé. Cet anonymat constitue un principe essentiel du lieu parce qu'il garantit l'absence de contrôle social. Aucun patronyme n'est demandé ni conservé, dans une logique qui vise à ne pas observer ni évaluer l'enfant.
Donc là, c'est un principe auquel on tient. C'est très difficile à défendre parfois avec les financeurs, les pouvoirs publics, parce qu'ils vont toujours venir nous demander qui vient, s'ils sont des papiers ou pas, etc. Nous, on y tient parce que ça fait le principe fondateur de l'accueil, que ce soit anonyme. Et donc, au moment de quitter les lieux, il est demandé aux parents une participation financière dont le montant est libre. Le fonctionnement institutionnel et collégial. La collégialité se traduit par l'absence de hiérarchie entre les membres de l'équipe. Les salaires sont les mêmes pour tous, au-delà de l'ancienneté ou de la formation d'origine. Cette idée a très bien fonctionné. Il y a environ 5000 enfants qui passent chaque année et il s'est développé dans différentes villes en France et à l'étranger. S'intéresser aux troubles relationnels d'un enfant dès leur apparition, plutôt que d'attendre qu'ils deviennent pathologiques, a un rôle préventif. Ces troubles apparaissent le plus souvent entre la naissance et la période de l'équipe. À ce moment-là, l'enfant exprime par ses comportements ce qui les questionne ou les fait souffrir. S'il ne reçoit pas de réponse, il peut développer des troubles fonctionnels ou physiques. Paradoxalement, ces manifestations sont d'abord les signes d'une bonne santé psychique. Si cette absence de réponse persiste, les difficultés peuvent devenir de véritables symptômes. L'enfant peut alors revenir à un état plus ancien, connu de lui, qu'il perçoit comme plus sécurisant. D'où l'importance de prendre en compte ces troubles dès le début, sans attendre qu'ils s'aggravent. Dolto revenait sur cette idée quand elle racontait son expérience à la Maison Verte. À l'origine de conflits relationnels importants, visibles à l'âge scolaire et qui nécessitent une psychothérapie, on retrouve souvent des micro-névroses précoces. Le plus souvent, ces troubles apparaissent à cause d'un manque de communication symbolique, d'une souffrance liée à des événements précoces qui n'ont pas pu être exprimés par la parole. Nous sommes, en tant qu'accueillants, disponibles, on ne travaille pas en tant que psychanalyste ni éducateur, on est accueillant, on accueille ce que l'enfant vient d'écouter. Et donc, on est disponible pour écouter les questions que l'enfant exprime de différentes façons, par son comportement, par son langage corporel ou par ce qu'il peut mettre en scène. Nous voyons dans ces expressions une manifestation de la capacité de réponse et des tentatives d'élaboration par l'enfant des questions qui le traversent. Les manifestations symptomatiques sont alors conçues comme un signe d'activité de la part de l'enfant, qui ne s'adapte pas passivement à un milieu potentiellement pathogène. L'enfant devient ainsi en quelque sorte acteur. S'il n'est pas entendu au moment où il raconte quelque chose du fait de son comportement, celui-ci risque de se cristalliser en symptômes. Cette idée, nous la retrouvons dans d'autres recherches. Par exemple, dans un travail de 1983 où Marcos Aperopoulos et Patrice Pinel ont travaillé la notion des symptômes inadaptation scolaire. Donc ils ont pris à cette époque-là l'exemple d'un symptôme courant à cette époque-là, une adaptation scolaire, comme le produit d'une construction historique. C'était ça l'idée. Et ils démontraient que déjà dans les années 60, on remettait en question cette idée de devoir adapter les enfants à la société par le biais de la suppression normative du symptôme. Les psychanalystes de cette époque soutenaient déjà cette idée qui allait à l'encontre d'une logique purement adaptative, selon laquelle la révolte de l'enfant pouvait être saine et qu'il ne fallait pas adapter l'enfant à un milieu qui pourrait être nocif pour celui-ci. Donc, du côté de la métapsychologie, et avant la résolution du complexe d'Édipe, nous parlons des troubles relationnels précoces. C'est comme ça que la Maison Verte est présentée quand on accueille, quand on présente ce qu'on fait. Et on voyait aussi que Dolto, elle s'appelait aussi une micro-névrose. Car il ne se correspond pas aux symptômes comme formation de compromis entre différents systèmes tels que Freud le postulait. Formation de compromis qui résulte d'un conflit psychique entre les forces opposées, notamment entre les exigences pulsionnelles et les défenses du moi. Cependant, cette définition suppose un appareil psychique déjà constitué, capable de refoulement et de symbolisation. Or, dans la petite enfance, nous parlons de manifestations cliniques qui ne relèvent pas de cette logique de compromis. Ma question actuelle porte sur comment penser ces manifestations précoces et en quoi elles sont différentes des symptômes névrotiques.
au niveau métapsychologique, ce qui peut être utile comme opérateur de pensée sont les notions de complexe de type, la formation du surmoi, qui lui donne lieu au refoulement, qui explique ensuite le retour du refoulé, c'est-à-dire les formations de l'inconscient qui témoignent d'un conflit, mais aussi de son élaboration symbolique. Pour Freud, le refoulement primaire constitue la condition de possibilité de la fondation de l'inconscient. Ce n'est qu'avec l'instauration du refoulement secondaire et la création des instances psychiques que les symptômes deviennent une formation de compromis interprétable. Le refoulement primaire est donc un moment mythique, donc Freud doit en faire l'hypothèse pour expliquer la fondation de l'inconscient. C'est l'opération primordiale par laquelle certains représentants pulsionnels sont exclus du champ de la conscience. Il crée un premier clivage dans le psychisme. Il constitue les socles à partir duquel pourront se déployer les refoulements secondaires. Il est indissociable de la constitution subjective. Les sujets adviennent sur fond de division. Par la suite, avec la théorie de la sexualité infantile, perverse et polymorphe, Freud met en évidence la diversité des manifestations pulsionnelles chez l'enfant. Cette sexualité est peu soumise aux interdits et à la castration. Avant la période édipienne, vers 5 ans, l'émoi est fragile, le surmoi n'est pas encore complètement constitué et le refoulement reste partiel. Dans ce contexte, les manifestations chez l'enfant ne relèvent pas encore du symptôme néphrotique parce qu'il y a peu de symbolisation, c'est plutôt du côté pulsionnel, du côté du corps, troubles du sommeil, alimentation, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépourvus des sens, mais leur mode d'expression reste encore incarné et moins symboliquement élaboré. Alors qu'avec la résolution du complexe de type, il y aura l'intériorisation d'interdits fondamentaux, notamment l'interdit de l'inceste, la mise en place du surmoi et du refoulement secondaire. Et chez Freud, c'est à partir de ce moment que les symptômes peuvent être définis comme une formation de compromis. L'entrée dans les symboliques fait que les symptômes deviennent une formation qui exprime de manière déguisée un conflit inconscient. Cette évolution du symptôme entre la petite enfance et la période post-édipienne peut être conçue comme un passage d'une expression directe à une formation médiatisée par le langage quand s'opère l'inscription du sujet dans le langage et la loi. Ces passages entre les manifestations relationnelles et les symptômes, et on les voit dans la clinique, on les situe. Donc nous pouvons par exemple les situer très clairement chez les petits anges. C'est en janvier 1908, c'est très précis, c'est un moment où son père écrit au professeur Freud, « Cher docteur, je vous adresse encore quelque chose sur Hans. Hélas, cette fois-ci, c'est une contribution à l'histoire d'un cas. » Il parle alors de la peur d'être mordu dans la rue par un cheval. Hans a à ce moment-là 4 ans et 9 mois. Ce moment marque le début explicite de la phobie. Nous savons que Freud avait demandé à ses disciples de la Société du mercredi soir d'observer le développement de ses propres enfants et d'en prendre des notes pour confirmer les hypothèses sur la sexualité infantile qu'il avait reconstruit à partir du discours des adultes. Max Graf, le père de petit Hans, suivit ses conseils. Il proposa à Freud les notes prises sur l'observation de son fils pendant des années, parce qu'il a commencé à prendre des notes quand il avait même avant 3 ans. Et donc, il prenait des notes toutes les semaines qu'il envoyait à Freud, qui lui l'interprétait, et c'est un moment précis où on peut situer l'apparition d'un symptôme. Mais à 3 ans et demi, quand Hans s'est porté bien, 2 événements l'ont profondément marqué. D'abord, sa mère qui le menace de couper les pénis s'il continue à se toucher, et ensuite la naissance de sa petite sœur Anna. L'explication donnée à Hans a été que la cigogne allait lui apporter une petite sœur. Avant l'apparition de la phobie, il est décrit comme un enfant éveillé, même si son père décrivait déjà chez lui une vie pulsionnelle active et quelques manifestations d'angoisse, notamment autour de la séparation avec sa mère. Il avait même, juste avant l'apparition de la phobie, fait un rêve où sa mère partait, il disait, il n'y a plus de maman pour faire câlin. Et c'est les rêves qui précèdent vraiment de quelques jours l'apparition de la phobie. À ce moment, ils ont mis en place, le petit Hans, une nouvelle méthode dans laquelle le père conduisait les traitements chez lui, aidé par Freud qui ferait la supervision.
Les hypothèses sur la sexualité infantile et les conflits de la névrose ont été ainsi confirmées par les cas paradigmatiques du petit 1, qui, devenant un cas pathologique, a permis à Freud d'étudier une névrose quand elle naissait, donc sur le moment. On va voir aussi et surtout comment tout ce processus de formation des symptômes est d'emblée dans la relation à l'autre. Là, ce qui semble une évidence, bien entendu, en psychanalyse, mais pour les enfants, ça a la conséquence directe que dans la clinique, on reçoit les parents. Parce qu'on va voir pourquoi. D'un point de vue psychanalytique, les symptômes de l'enfant ne peuvent être compris comme un phénomène isolé, qui relève seulement de sa subjectivité propre. Comme l'a montré Mosmanoni, les symptômes s'inscrivent dans une dynamique familiale où l'enfant occupe souvent la place de porte-parole d'un conflit qui le dépasse. Il ne s'agit donc pas d'un trouble individuel, mais d'une formation qui prend sens dans les discours des parents. Surtout dans ceux qui, dans ces discours, restent non dits ou refoulés. Et on l'a dit rapidement, mais Mosmanoni, elle était entre autres la fondatrice de l'espace analytique dans les années 94, et c'était une disciple de Jacques Lacan et François Santon. Donc elle était belge, dans les gens lacaniens et freudiens, Lacan il a proposé de publier son premier livre, qui c'était L'enfant arriéré et sa mère, dans les années 64. Et donc, cette conception que Manoni formule depuis ce livre-là de 1964 trouve un écho direct dans les élaborations de Lacan dans ces deux notes sur l'enfant de 1969 qu'il avait adressées à Jenny Hoppe. Lacan y affirme que les symptômes de l'enfant répondent à ce qu'il y a des symptomatiques dans la structure familiale elle-même. L'enfant peut ainsi se trouver dans la position des symptômes du couple parental, venant exprimer par son trouble une vérité qui concerne les parents. Une interprétation classique de ces notes considère que si les symptômes représentent la vérité du couple, nous sommes dans le registre de la névrose, et que si les symptômes relèvent seulement du fantasme maternel et que l'enfant incarne l'objet de ces fantasmes, nous sommes dans celui de la psychose. Ainsi, chez Manoni, comme chez Lacan, la maladie de l'enfant est considérée non pas comme une production individuelle, mais comme une réponse, comme une réaction à un discours qui vient toujours de l'autre, et que l'on peut déchiffrer à partir des discours qui entourent l'enfant. On voit comment Lacan, Dolto et Manoni, chacun à sa façon, expliquent ce qui se joue pour l'enfant devant les désirs et les discours maternels et paternels, et surtout de leur position face à la castration, à la mort et à la sexualité. À la Maison Verte, par exemple, on sait à quel point on travaille avec l'infantile refoulé des parents. La lecture que Mosmanoni fait du cas du petit Hans illustre ses propos. Pour elle, ce sont les dires du père qui comptent, parce qu'il montre les barrières que l'adulte peut mettre en place de façon inconsciente pour que l'enfant demeure dans un certain non-savoir. Tous les questionnements de Hans portent sur ce que la mère a ou n'a pas, et sur sa place à lui. Le terme « fait pipi » est ambigu et désigne à la fois l'organe urinaire et le sexe. À 3 ans, Hans connaît la différence des sexes, mais n'ose pas se donner ce savoir. À la naissance de sa sœur, il questionne sa position face au désir des parents et peine à trouver des repères identificatoires. Difficulté renforcée par le fait que les pères les renvoient au discours de sa mère. Les deux parents refusent de donner une explication adaptée sur l'anatomie et les fonctions génitales féminines. C'est ce qui s'était passé, selon Manoni, c'était que les mots justes n'étaient pas faciles à introduire pour la mère, car il la renvoyait à son système de défense. Si les réponses restent forcloses, l'enfant introduit sa question par le désordre de son comportement. Manoni dit qu'un se mystifie, c'est-à-dire qu'il est dupe, chaque fois qu'il se heurte à la résistance de l'adulte. Pour garder son estime, il ramène sa réponse au niveau où l'adulte l'accepte et se donne une parole mystifiante qui répond au désir de l'adulte. On retrouve chez Freud cette idée dans un texte de 1907 où apparaît cette idée de l'enfant qui se mystifie face à un discours trompeur venant de l'adulte.
Alors, je me suis amusée à chercher, en fait, quand il écrit cet article, il écrivait au père des Hans, il ne disait pas encore de l'éclaircir sur les questions sexuelles telles qu'il les postule dans cet article, mais on peut pas, on n'est pas supposé qu'il écrit. Donc, c'est un article de 1907 qui s'appelle Les explications ou l'éclaircissement sexuel donné aux enfants. C'est une forme de lettre ouverte, un pédiatre, pour dire effectivement que Freud soutient que les racines de l'activité et de la pensée se trouvent ancrées dans les énigmes de la vie sexuelle et que l'étouffement de cette soif de savoir peut être entraver le développement de l'enfant. Donc il fait vraiment à partir de ces moments où les enfants posent des questions par rapport, ils font leur propre théorie sexuelle infantile sur l'origine, la vie, la mort. Et il va dire que la position de l'adulte peut être déterminante pour soit cette soif de savoir. Il va dire que les enfants ils vont soit culpabiliser de se poser des questions, ou bien comme il va garder un savoir pour lui et dire que bon, il a compris, mais qu'il a compris que les adultes ne peuvent pas entendre cette vérité. Et du coup, ils font, comme Manoni dit, ils se mystifient. Il fait comme s'il ne comprenait pas. Et Freud, il va dire que c'est cette pulsion qui par la suite va être sublimée plus tard, qui va être à la base de toute recherche des savoirs, d'investigation. Et donc voilà, c'est un texte qu'il écrit, ça précède de quelques petits mois, le moment où il dit au père de Hans, il faut l'informer sur ce qui se passe. Pour Manoni, on sait à quel point la parole de Freud, il a dégagé en quelque sorte Hans de ce qui s'est passé dans la dynamique avec ses parents. Et donc pour Manoni, dès le départ, Hans soupçonnait les implications génitales des deux sexes, mais le père s'est refusé de les confirmer. On ne veut pas lui dire qu'il est né d'un père et d'une mère et cette vérité lui est cependant nécessaire pour qu'une identification virile puisse prendre un sens. Manoni montre à quel point l'interrogation de Hans, sa position par rapport au savoir, au sexe, avait à traverser non seulement sa propre résistance, mais celle du couple parental et du médecin. Elle défend l'importance d'écouter la mère là où on écoute l'enfant et interroger les rapports des parents à leur propre histoire édipienne. Cette manière de concevoir la clinique implique nécessairement de recevoir les parents dans les entretiens. Là, ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'en France, c'était avec Dolto et Manoni que la technique elle était vraiment adaptée parce que l'école anglaise, par exemple Mélanie Klein, elle respecte l'enfant. Alors on sait qu'elle connaissait la famille des enfants parce qu'elle était très proche, donc elle connaissait l'histoire de cet enfant, mais elle travaillait qu'avec le matériel que l'enfant apportait en séance sans le discours des parents. Or, à partir de cette théorisation, on sait à quel point je montre Marc-Antoine parce qu'on travaille ensemble à la Maison Verte et on sait à quel point c'est les parents qui vont pouvoir dire quelque chose, surtout avant le vivre. Quand l'enfant ne parle pas encore, mais qu'il a plein de manifestations, un enfant qui se met à vomir, qui arrête de manger, qui ne dort plus, qui manifeste, qui raconte quelque chose, ça, on va pouvoir les lire, les comprendre à partir du discours des parents. Donc, pour Dolto et Manoni, ce sont elles qui l'ont vraiment théorisé. Bien entendu, c'est pour ça que je parle au moins brièvement des deux notes à Jenny Aubry, c'est par rapport à l'autorisation de Lacan de cette époque-là, qu'elles peuvent créer aussi leur propre théorie. Et donc, Manoni, pour ce qui la concerne, souligne l'idée du symptôme comme une forme de résistance. Il va dire que tomber malade pour ne pas accepter un mensonge quant aux origines et au désir, et comme tomber malade comme une façon de ne pas s'adapter à un environnement pathogène. L'inadaptation peut être facteur de santé. Pour conclure, il faut signaler que la conception que l'on a des symptômes aura une incidence directe sur la clinique. En effet, le fait de considérer les symptômes comme signifiants permet d'accéder aux significations qui seront trouvées dans l'histoire de l'enfant de sa famille.
Cette conception permet aussi de contester des discours à prétention scientifique qui évacuent la dimension du symptôme et la dimension symbolique au profit des notions de déficit et de troubles et qui enlèvent la possibilité de mise en récit subjective et de l'enfant et de sa famille. Les orientations actuelles en pédopsychiatrie, notamment à travers les recommandations de la Haute Autorité de Santé, insistent sur les interventions précoces centrées sur les comportements observables et isolent du coup les symptômes de son contexte subjectif et relationnel. Et il ne nécessite pas toute la complexité de la maladie. Donc voilà, je me suis tenue à 25 minutes. Très bien, parfait. Voilà. Super. Bon, alors, ouais, c'est lumineux. Voilà, c'est un freudisme canonique. Vous avez dit de C'est Anna. un freudisme. Ah, Anna Freud. C'est pas Aphrodite. Je ne voudrais pas ramener cette pauvre Anna Freud dont on a dit beaucoup de mal, mais bon, quand on a été la fille de Freud, Ouais. on pourrait un jour travailler sur cette question. Bon, bah, Oui. surtout pour les psychanalystes d'enfants. Enfin, donc, quelles sont les questions qui se posent? Les questions qui se posent, c'est que, donc, ce que vous avez très, très bien dit, d'une part, c'est que l'enfant, c'est pas que l'enfant a des symptômes, oui, l'enfant a des symptômes. Mais enfin, l'enfant, ce que vous avez relevé, ce que Manoni et d'autres ont relevé à l'époque, et surtout Manoni, c'est que l'enfant est un symptôme. Donc, quoi qu'il en soit de sa position dans l'Oedipe, est-il avant, après, nani, bon, en plus on se demande ce que ça veut dire qu'être, enfin de plus en plus, évidemment, moi je suis un peu, enfin l'Oedipe, c'est quelque chose qui est très discuté maintenant. Certains disent, mais non, mais l'Oedipe c'est terminé, tout ça, voilà. C'est-à-dire, on est dans des sociétés qui ne sont plus mythologiques, qui ne sont plus ritualisées, qui échapperaient au grand mouvement de la mythologie occidentale qui vient de loin et dont Lacan a pris la peine justement d'analyser l'évolution. Alors, il y a l'Oedipe, donc alors moi je me suis tartiné les mythologiques de Lacan justement pour faire apercevoir ça. Moins de succès, mais voilà. Donc évidemment, l'Oedipe, il y a l'Oedipe à la Freud, on va dire, qui est un style d'Oedipe. C'est-à-dire le style freudien de l'Oedipe, c'est, je le répète sans arrêt, mais bon, le fils veut la mère. Et c'est pas bien, donc on le menace de lui couper ce qu'il n'a pas, etc. Donc il y a tout ça est quand même assez ça a eu sa place dans l'histoire de la psychanalyse et dans l'histoire de la mythologie. Alors évidemment, je vais faire voir en particulier que le mythe d'Hamlet, enfin je vais essayer de faire voir ça après Lacan évidemment. Hein. Que le mythe d'Hamlet n'est pas tout à fait c'est-à-dire que le petit Hans, on ne sait pas si c'est un petit Oedipe, ou si c'est un petit Hamlet, ou si c'est un petit signe de Coufontaine, qui est l'ultime formulation de l'Oedipe telle que Lacan l'a déployée, c'est 1920. Vous voyez, Lacan, lui, il travaillait sur l'évolution du système symbolique, mais sur 25 ans, 25 siècles. Pas comme nous disent certains penseurs que tout va mal depuis mai 68. L'évolution du système symbolique tel que Lacan la suit,
c'est vraiment fondamental de comprendre ça quand on veut comprendre Lacan, on n'est pas obligé. Mais bon. C'est que Lacan, lui, suit l'évolution Alors je dis ça parce que de la structure, donc de la structuration du sujet, en suivant l'évolution morphologique, disons, de la structuration symbolique, des grands mythes, l'évolution des grands mythes, de 5 siècles avant Jésus-Christ, Thèbes, jusqu'à Claudel. Donc, je dis tout ça pour donner un peu d'air par rapport à ce que c'est que l'Oedipe. C'est-à-dire au plan. Et donc on se demande, c'est-à-dire que tout ça, ce petit Hans, ça a été. Alors, Lacan et Lévi-Straussien, hein, j'ai déjà dit 1000 fois, c'est son maître. Bon, après, il le laisse un peu tomber. Enfin, bon, bref. Donc l'évolution que Lacan. Parce que tout ça questionne la question de l'Oedipe, évidemment. Questionne la question, comme c'est bien dit. Donc. Bon, bref, c'est ça. Donc nos enfants relèvent-ils de l'Oedipe de Thèbes? Et nous-mêmes, avons-nous relevé de l'Oedipe de Thèbes? Qu'est-ce que c'est que l'Oedipe pour Lacan? L'Oedipe pour Lacan, c'est le sujet qui doit se débarrasser de la volonté de jouissance de la mère, de Jocaste. Et c'est très très différent déjà. Donc ça donne un petit bonhomme, ou une fille, une femme, enfin bon bref, un enfant qui est pris, et c'est là où on retrouve quand même les éléments de Manoni, c'est-à-dire que Manoni écoutait Lacan quand même. Donc c'est une manière de se défendre contre la jouissance de la chose maternelle, évidemment. Et donc pour se défendre, eh bien, le petit Oedipe, lui, à Thèbes, s'est crevé les yeux, est parti dans l'errance jusqu'à Colonne, il est devenu rien. Donc c'est tracé d'une passe. Donc, quand on devient analyste, vouloir être rien, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose que disons, le rapport d'Hamlet qui, lui, se construit son fantasme. Donc, il y a le temps du fantasme. Alors, je dis ça parce qu'évidemment, c'est-à-dire le sujet moderne, le névrosé moderne, actuel, si on en suit Lacan, le névrosé actuel se défend. Toute névrose est une névrose de défense contre la jouissance de la mère. Et le sujet se défend par la construction du fantasme. Alors, c'est un élément qui peut être intéressant pour la clinique de l'enfant. Au fond, est-ce que l'enfant, évidemment, du fantasme dépend le symptôme, hein. Je crois que bon, ça c'est facilement compréhensible. Alors, quel était le symptôme d'Hamlet? On va dire un grand style de procrastination qu'on retrouve chez les obsessionnels, bon, voilà. Et c'était son symptôme, tout le monde l'a vu. Tout le monde, tous les critiques littéraires ont aperçu le gros symptôme d'Hamlet. Et voilà, mais pour l'expliquer, Lacan développe la théorie du fantasme. La théorie du fantasme n'est pas là, le fantasme n'est pas là depuis tout temps. Voilà. Le sujet en Occident ne pâtit pas du fantasme, n'est pas structuré via la logique du fantasme depuis toujours. Question importante pour moi, en tous les cas. Est-ce qu'on peut refiler la question du fantasme qui est sous le symptôme? Alors, évidemment, il y a le fantasme des parents. Vous l'avez parfaitement dit. C'est-à-dire qu'il y a cette modalité où l'enfant est l'objet de la jouissance de la mère, du fantasme de la mère. Et donc là, évidemment, ça commence à produire des symptômes de l'enfant qui ne sont pas. C'est lui qui m'a dit. Donc ça, elle a très bien repéré ça, Manoni. Mais elle a laissé, il me semble, peut-être que je me trompe,
peut-être que la question du fantasme dans la clinique de l'enfant mériterait d'être. Alors, tout ça n'est pas dans une logique développementale. C'est-à-dire que le sujet se constitue, bon, enfin, du point de vue de Lacan, dans le langage. Et le langage, il véhicule le surmoi en particulier. Donc avant le surmoi, avant même la création du moi, le surmoi, il est là. C'est ça c'est un des éléments à comprendre si on veut comprendre la logique lacanienne, si on voulait construire tout ça de manière, en tout cas en dialogue avec Lacan et évidemment avec tous les premiers, toutes les innovations qui sont les premiers, quoi. Mais donc il ne faut pas attendre que le surmoi soit créé. Le surmoi, il vient avant. Il vient avant même le moi. Donc, vous voyez, donc, donc il va falloir qu'on accouche d'une clinique de l'enfant, du mal-être, parce que tout ça, évidemment, ça crée des malaises. Il y a comme un malaise chez l'enfant. Enfin, entre l'enfant sujet à la psychose, qui est supposé être le fruit de la jouissance de la mère, contre quoi il n'y a pas eu de parade à cette jouissance. On va dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait apparaître? Ça fait apparaître que le père, le bon vieux père, n'a pas joué sa fonction. C'était ça l'idée. Donc, alors on a chez Freud, dialogue avec le père, il gonfle le père. C'était pas mal, c'est pas mal vu comme idée. Et lui, il fait du père son allié dans la cure. Oui. Voilà. Il dit, voilà, hop, voilà. Mais non, en réalité, Lacan fait une interprétation, mais formidable du petit Hans. Où il explique que le petit Hans, c'est quelqu'un qui produit une mythologie. Donc la phobie dont je parlais tout à l'heure, bien à tort, quant à vous, mais la phobie, c'est un système de production d'un mythe qui permet au sujet de s'inventer d'une certaine manière un nom du père qui permet de reforger la position du sujet eu égard à son système de relation au réel, etc. Donc, le petit Hans, c'est pas qu'il a peur du cheval, comme on dit. Le cheval, c'est le nom du père qui s'invente pour créer un espace particulier où il n'est pas ennuyé. Donc, l'objet phobique dans la phobie est un objet qui délimite et qui produit des limites. Donc, vous voyez, donc c'est toute une autre conception qui est très intéressante aussi, mais il me semble que ce serait très intéressant de pouvoir faire un capitonnage, disons, entre le point de vue de Freud n'est pas celui de Lacan. Hein. Bon, voilà, il faut dire les choses telles quelles, mais on peut les prendre ensemble et essayer de voir dans quelle mesure. Enfin, je veux dire, je dis tout ça parce que finalement, ces histoires enfin, ces histoires institutionnelles, quoi, où on prend de 0 à 4 ans, et pas après, pourquoi? Parce qu'à 4 ans, je sais pas quoi. C'est quoi l'idée? C'est que il n'y a pas de DIP avant, je sais pas quoi. Mais ça vient pas. Évidemment, on ne colle pas la théorie à un lieu d'accueil. C'est que la clinique montre qu'à partir de 4 ans, l'enfant, il présente les choses autrement, il joue d'une autre façon, et du coup, c'est une clinique différente. Donc c'est pour ça que tout ce que vous dites, bien entendu, ça mérite. Ça donne même envie de faire des recherches par rapport au surmoi, etc. Mais on parle de la clinique. Et dans la clinique, ce qu'on voit, c'est des tout petits qui manifestent des choses qui ne sont pas encore des symptômes.
mais qu'ils répondent Non, mais à... ils sont des symptômes, c'est ça que vous dites. Et, oui, Ils ça sont, m'a fait... ils sont des symptômes, c'est pour ça que vous dites il faut absolument prendre les parents, et vous avez raison. Bien Oui. sûr que c'est ça le fondement de Oui, mais vous l'affaire. direz qu'une fois qu'il devient phobique, est-ce qu'il est un symptôme ou Il est un symptôme, même mais, quand il faut- et il en a un qui est sa phobie. Oui, Donc il est le symptôme de la volonté de jouissance de sa mère oui, et du fait que là, le père, c'est pas qu'il était trop méchant, ça, parce que l'idée à l'époque c'était oui, le père est trop méchant, et donc avec sa moustache, et puis il y a le cheval qui est là, et c'est le père. Voilà le père. Ah non, c'est pas comme ça. C'est le nom du père, c'est quand même tout à fait autre chose. Donc encore faut-il savoir ce que c'est que le nom du père, etc. Bon, mais bref, voilà. Donc c'est ça. Donc je dirais pour le petit Hans, qui est un très beau, évidemment, un très beau cas. oui. Donc, moi, je l'ai ouais, présenté dans un de mes premiers bouquins sur Lacan et Lévi-Strauss, justement, comme paradigmatique de la relation entre Lacan et Lévi-Strauss pour la clinique des enfants, qui est une clinique très importante. Oui. Alors, quels sont les bons, maintenant, si on endosse Lacan, en gros, quels sont nos repères? C'est-à-dire que c'est pas, parce que 4 ans, pourquoi pas, moi, vous me dites ça, c'est à ce moment-là que ça se passe, moi je dis, vous êtes mon maître, ben, d'accord, très bien. Mais enfin, vous voyez, on peut douter qu'une logique institutionnelle recouvre une logique transférentielle et dans la constitution de la subjectivité à partir du moment où on lève l'idée que l'Oedipe adviendrait à tel âge. L'Oedipe, j'ai peur que ce soit quelque chose de un peu permanent, et que les parents, et donc c'est très bien vu, les parents sont dans l'Oedipe, bien sûr. Mais c'est pas. Alors après, il y a l'idée, Oui, mais ouais, il y a- maintenant on va leur. refoulé, c'est l'infantile refoulé et l'infantile... Non, mais je crois que l'infantile, il est là. Oui, et l'enfant est dans l'infantile aussi. L'enfant va produire de l'infantile. Par exemple, cette phobie du petit Hans, qui est un mythe, la production, disons, le savoir c'est ça l'ingéniosité, disons, du petit Hans, c'est la production de cette phobie. C'est un producteur de phobie, c'est un producteur de mythes, c'est un mythologue, le petit Hans. Et donc évidemment, ça a une autre gueule de le présenter comme ça, peut-être à tort, que de le présenter comme un petit garçon, je ne sais pas, moi, qui a peur de se faire couper la bite, etc. Bon, tout ça, bon, tout ça est bouleversé par ce que j'ai appelé la révolution du phallus. Tout ça est bouleversé, absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que la castration? La castration, c'est pas la menace de la castration, c'est pas la menace de se faire couper la bite. Ça n'a jamais été ça. La castration, c'est d'ailleurs des Thèbes, c'est une automutilation, ça n'a rien à voir. L'automutilation, c'est Oedipe qui se crève les yeux, on ne peut pas mieux dire. Il se crève les yeux. Donc là, il se débarrasse de l'Oedipe, si vous voulez, du pré-oedipien, c'est-à-dire du registre imaginaire où chacun d'entre nous sommes constitués dans les premiers temps, avant effectivement d'être capitonné sur un système symbolique qui fonctionne. Donc, il est là-dedans, Oedipe. Il se crève les yeux, il sort du registre imaginaire, donc ça c'est pas compliqué à comprendre, et il s'en va, il quitte la cité, les ors de la cité, et il s'en va dans l'errance, et dans l'errance, et il est soutenu par le seul soutien qu'il a dans toute cette errance qui est sa fille Antigone. Évidemment, ça a une autre gueule. Donc il faut lire tout Sophocle pour comprendre l'Oedipe.
Et Sophocle, et c'est pour ça que Lacan sort sa carte maîtresse en disant Jocaste savait qu'elle couchait avec son fils. Et moi, je l'ai lu, effectivement, j'ai lu le texte précisément. Oui, Jocaste sait qu'elle couche. Donc c'est ça le problème. Donc alors, l'Oedipe, c'est sortir, on peut dire, oui, vous avez raison, avant un moment, je veux dire, quand l'enfant est pris dans le registre de l'imaginaire, c'est-à-dire c'est un temps particulier. C'est un temps particulier, mais il n'est pas capitonné. Alors, bon, vous savez bien, vous connaissez mieux que moi le moment de résolution de ce moment imaginaire chez Lacan. C'est rien d'autre que le stade du miroir. Jusque-là, donc, l'enfant, semble-t-il, est pris dans le registre imaginaire, et puis, à un moment, il a piqué ça à Vallon, en plus, c'est même pas une invention à Lacan. Et à un moment donné, il vient et il explique à tout le milieu analytique, voilà, non, tout ça est faux, il faut lire, il ne dit même pas qu'il faut lire Vallon, il ramène le stade du miroir, donc c'est quoi? C'est quelques mois, le stade du miroir. 6-18. Voilà. Donc il y a ce moment-là où il y a le gosse qui est là face au miroir, plus ou moins structuré, disons, Fragmenté. Il dit qu'il Oui, est dans son fragmenté image, dans voilà. son image et que ça et signifie. que d'un seul coup, face au miroir, il y a une unification du moi dont il se satisfait, ce pauvre gosse. Il va jouir de ça, il saute sur lui-même, c'est ce qu'on appelle la jouissance. La jouissance d'être moi. Et ça, Et à partir de ce moment-là, il y aurait quelqu'un qui lui dirait oui, c'est toi. Et c'est un mythe ballonien repris par Lacan, mais bon, voilà, à ce moment-là, il dit ah bah oui, tiens, c'est moi, bon, hop, coucou, et je rentre dans le système symbolique. Alors, vous voyez, je dis tout ça parce que tout ça, ça donne des repères très différents quant à la clinique des enfants. Et je crois même quant à la clinique, si vous voulez, peut-être même de l'autisme, des autistes. C'est une idée, enfin, que peut-être ça ne se fait pas. Ce passage à ce capitonnage à la symbolisation, c'est-à-dire à la parole, enfin bon, pour dire les choses simplement, pour faire qu'il va rentrer, ce petit gosse là qui va rentrer capitonné, qui va dire ouais c'est moi, regardez, bon lui, évidemment, son avenir est un avenir terrible, c'est l'avenir du névrosé. Et le moi qui s'est constitué va se créer comme un opérateur il va rien voir de ce qu'est la réalité, ce gosse-là. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes jusqu'à temps, si on fait des analyses, bon, on peut. Et voilà, mais ça donne, voilà, alors je dis tout ça parce que ça donne quand même des trucs un peu différents si on ne veut pas passer à côté quand même, de ce qui est une révolution, hein, la révolution de Lacan quant à la structuration de la subjectivité, qui remet en perspective ce que c'est que le dit, et qui est d'accord avec Sophocle et pas d'accord avec Lacan, et donc il a raison, parce qu'on est structuré par les grands mythes, je le crois dur comme fer, voilà. Et donc, cette question du stade du miroir, tu vois, vous pourriez peut-être aussi la faire valoir comme un point de repère qui n'est pas un repère, disons, scolaire. Parce que moi, oui, c'est vrai que j'ai écrit un siècle d'échecs scolaires, etc. Bon, et c'est là où se sont développés tous les CMPP, etc. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée que les enfants, alors que l'école est un système de classification des enfants, en fait, bon, et on a créé Dolto, Manoni et d'autres, et tous les CMPP
on commençait à diffuser ce que moi j'ai appelé la psychologisation de l'échec scolaire. On peut le discuter, hein, mais enfin, tout ça, il faut pas se tromper de repère, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend les enfants à l'école? On les prend à quel âge? Si, maintenant, c'est obligatoire à 3, mais Voilà. c'est récent. Ça peut commencer avant. Hein? Ça peut commencer avant. Voilà, ils sont là. Voilà, donc on voit bien que tout ça ne vaut pas grand-chose. Bon, il y a des nécessités socio-historiques qui font qu'il y a eu la généralisation de l'obligation scolaire. Enfin bref, tout ça s'explique. Mon idée, c'est que dans tous ces systèmes-là, bon, de classification, et que ils ont pris les 4 ans, c'est pour quelle obscure raison, il faudra aller voir. Mais dire que c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans le DIP, non. Là, on peut faire une lecture pour proposer quelques opérateurs, parce que là, bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, mais il y a des faits, il y a la question de la castration, la question de l'intégration des interdits, tout ça, on les voit, ça se voit dans la clinique. On est très content quand il y a des enfants qui présentent des signes de psychose, on est très content quand on dit ils rentrent dans l'éthique, il y a quelque chose de symbolique d'une identification et des interdits qui structurent. Oui, Maria, mais ce que vous dites, c'est on est très content quand on a produit un névrosé. Quand ils sortent d'une certaine souffrance. Voilà. Une souffrance. Voilà, Non, mais je ne dis pas que c'est mal. Je dis simplement qu'on est très content de produire des névrosés, c'est-à-dire des gens comme nous. Alors que Lacan avait l'idée que le sujet le plus réussi, c'est le... Parce que là, on peut entendre quelque chose de normatif. On est content que c'est par rapport à la souffrance de ces enfants. C'est pas la même. Oui, bah oui. Ah non, c'est pas la même. Non, je suis d'accord avec oui, toi. Non, mais la souffrance, c'est indiscutable. Quelqu'un me dit, c'est la tout maître. Ah, il souffre. Ouais, moi aussi, je souffre. Je veux dire, non, mais c'est la question de... Je pense bien que l'enfant névrosé est quelquefois moins souffrant que l'enfant sujet à la psychose, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a des enfants qui sont sujets à la psychose et qui ne souffrent pas. Oui, non, on ne va pas mettre une hiérarchie Voilà, dans les souffrances. donc on est d'accord. je crois qu'il faut laisser de côté cet affect de la souffrance qui est très important. Je comprends bien dans la clinique, évidemment, c'est majeur, mais pour essayer de trouver, de restructurer, enfin de contribuer à structurer votre recherche sur la clinique des enfants, il me semble qu'il serait utile que vous puissiez reprendre, puisque vous connaissez quand même tout ça, le point de vue de Lacan, et qu'on est toujours embarrassé quand on parle de Freud, qui est notre maître à tous, évidemment, mais enfin, voilà. Donc, moi, je vous encouragerais, tort sûrement, mais enfin, je vous encouragerais à moderniser un peu le propos. J'entends, oui. C'est pas moderniser pour moderniser, mais dire que, bon, voilà, dire que la limite, c'est le DIP, les 4 ans, c'est le DIP, etc., la création du surmoi. Parce que Freud parlait du surmoi paternel d'après le DIP. Après, il y a eu Mélanie Klein qui a parlé du surmoi d'avant le DIP. Oui. Lacan, qui est un grand lecteur de Mélanie Klein, donc, a repris ça. Donc tout ça, c'est des... Et à chaque fois, ça donne des points de vue différents sur la... Ça peut être utile de faire un départ bien fait, il me semble, de différence entre ce que ça peut être un sujet de l'enfance, je ne sais même pas trop bien ce que ça veut dire d'ailleurs, sujet enfant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des catégories sociales, l'enfant, l'adolescent, tout ça, alors, strictement rien dire au plan psychique, mais
ça a son poids dans le social et donc dans la construction d'objets. Il faut expliquer qu'est-ce qu'un enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Les gens qui viennent en analyse et qui me disent je viens pour grandir. Ah bon? Devenir adulte. Ah bon? Très bien. Pauvre garçon. Non, mais c'est le pire qui puisse arriver, quoi. Enfin. Bref, on voit que tout ça, ce sont des systèmes de classification qui sont compliqués et dont on est tellement imprégné qu'on en parle comme si il ne fallait pas les reconstruire. Donc, je pose que la notion d'enfant doit être totalement reconstruite. On ne sait pas ce que c'est qu'un enfant. On ne sait pas. Alors oui, je sais que, évidemment, l'enfant a été inventé, etc. Il y a une longue histoire de l'enfant dont j'ai déjà parlé à droite à gauche. Et c'est des histoires sociologiques, des histoires historiques qui ont leur valeur puisqu'elles sont inscrites dans le système symbolique en question. Quand on dit tu as un enfant, c'est infantile ce que tu fais. Et alors? Mais, donc, je veux dire, pour nous, en tout cas pour notre orientation, il y a intérêt à déconstruire ce qui est déjà construit et ce qui va de soi. Voilà, c'est une grande leçon que m'a appris Bourdieu. Vraiment. Dans l'étymologie, c'est pas celui qui ne parle pas. Oui, l'enfant, celui qui ne parle pas. Ouais. Avant la parole. Avant la parole, très bien. Qu'est-ce qu'on dit Alors, ils sont en analyse maintenant, ceux-là aussi. Avant la parole. Est-ce qu'il y a des psychanalystes qui se déplacent on a eu nous-mêmes les deux Vanier qui sont venus nous expliquer comment ils travaillaient avec ce qu'ils n'appellent pas ça des enfants, d'ailleurs. Ils parlent de sujets. Ils ont raison. Les sujets. Alors, je me demande si cette question que tu reprends, que vous reprenez à juste titre, est-ce que vous n'avez pas intérêt à le moderniser, mais profondément, quoi, à le refonder de telle manière à pouvoir produire un objet de recherche à la fin, en tous les cas, des systèmes qui, tout en gardant évidemment tout l'apport que ça a pu être, de cet apport de Manoni, de Dolto, c'est quand même pas, ils sont pas, non mais ça fait pas une foule non plus. Elles n'étaient pas très nombreuses à l'époque, les psychanalystes d'enfants, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle année et tout ça? C'est Les années 60, 70. voilà, c'est Morgenstein, c'est ça. C'est ça, bon. C'est même, voilà, J'ai c'est bien avant. compris. Morgenstern, c'est C'est elle, Ah oui. le début de la psychanalyse des enfants. Je le sais parce que j'ai fait chez Ginette Rimbaud qui était dans cette lignée-là. Mais il faut bien se rendre compte que là, on a affaire à, je sais pas, mettez 20 personnes à tout casser, quoi. C'est déjà important, bien sûr. Mais je veux dire, vous pouvez très bien vous payer le culot, je crois, enfin, il me semble, vous faites ce que vous voulez, hein, je dis ce que je pense. Et je crois que ce serait pas mal de refermer la main sur tout ce qu'ils ont apporté et de mettre ça en critique. Parce que si on ne pense pas de manière critique, on ne pense pas du tout. On reconduit des formules intéressantes souvent. Enfin bon, donc il me semble que c'est pour cette question de la clinique des enfants, je vous dis, je ne sais pas ce que ça veut dire personnellement, mais bon, je suis sûr que vous allez nous démontrer. Oui, je vois par exemple avant le stade du miroir, je vois là il y a quelque chose de particulier. Le stade du miroir, c'est vrai que ça produit à elle. Ça aussi, c'est de la clinique. Il n'y a qu'à voir un gosse se mettre devant son machin, là, et puis bon, il est vachement heureux d'être. Alors, imaginez cette bêtise que ça suppose pour le futur névrosé, le plaisir d'être moi. Ça va l'emmerder toute sa vie, quoi. Il va passer sa vie à ça.
Bon, mais enfin bref, là on a quelques repères. Mhm. Il faudrait analyser tout ça, quoi. Et que ceux qui vivent sans moi, pas de chance, ceux-là, évidemment, ont des destins, c'est vrai, vous avez raison, des destins souvent tragiques, parce que notre société est mise en foule par ceux qui se prennent pour moi. Ça fait du monde. Et ça, on a des luttes de classe, comme je le dis toujours, c'est la lutte de classe de ceux qui ont des mois et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ils sont enfermés. Là, il y a dans tout ce que vous dites, il y a plein de choses que ça touche vraiment la. Moi, je pense qu'il y a une limite avec les enfants, c'est certainement une technique, mais ça touche beaucoup de questionnements. C'est qui demande quoi, et là, ça traversait toute l'histoire de la psychanalyse pour enfants. Et de la psychanalyse, de la psychanalyse, c'est vraiment qui demande quoi. Mais chez les enfants, c'est plus visible. C'est pas l'enfant c'est possible. Qui formule une demande. Non, mais si vous savez ce que c'est qu'un enfant, moi, on va dire, je ne sais pas. Donc, je ne veux pas dire. Alors, j'ai des petits bonhommes qui viennent de temps en temps chez moi, qui me racontent des trucs. J'appelle ça enfin, en analyse, on appelle ça plutôt des sujets. Des sujets qui sont pris dans des. Alors, je ne sais pas s'il faut garder le terme d'enfant ou pas, je n'en sais rien, peut-être, puisque c'est. Comme je disais, le toxicomane n'existe pas, donc ça faisait rire les gens. Pour ça, il n'avait jamais dit toxicomane. Enfin, je pense que l'enfant n'existe pas, donc on s'en revient. Voilà. Laissons ça de côté. En tous les cas, il faudrait avancer petit à petit sur des repérages cohérents avec notre théorie, notre héritage. Tout l'héritage, y compris évidemment celui de Freud. Relire Freud avec Lacan. C'est la moindre des choses quand même. Donc, et puis voir ce qu'ont amené Dolto, il n'y a pas grand monde. Dolto, Ginette Rimbaud, Morgenstein à l'époque. Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui produit des choses sur l'enfant? Non, ça s'est déplacé dans d'autres types de discussions sociologiques sur l'éducation, sur. Voilà. Non mais vous voyez comment ça se dissout dans l'objet même se dissout et se retrouve comme objet de la sociologie. Sociologie, oui, on peut définir les enfants, qui prennent la définition sociale, au fond c'est simplissime. Mais si vous voulez garder notre point de vue, et vous voyez d'ailleurs que ce que vous appelez l'infantile dans les parents, alors ça veut dire que l'enfant, oui, refoulé, d'accord. L'infantile est dans les parents, bien sûr, mais dans nous. Ah ben bien sûr. Et voilà, donc est-ce que vous avez l'impression d'être sorti de l'infantile? Oui. Pas vraiment. Pas vraiment. Bah voilà. Donc, ouais. Non mais ça recrée une espèce de communauté, si vous voulez, avec les jeunes, les sujets les plus jeunes. Alors on va dire ça pour je sais pas, pour essayer de comprendre quelque chose, enfin de parler quoi. Les sujets les moins d'avant. Et eux, ils peuvent nous apprendre quelque chose, probablement sur ce temps du registre imaginaire où ils ne sont pas encore. Moi, je le placerais là, si vous voulez, le temps de bascule peut-être vers. Je ne sais pas si ça se fait toujours au même âge, car on dit 18 mois, bon, pourquoi pas, si on le dit, c'est que ça doit être vrai, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne font jamais, c'est tout. Ce que je veux dire, il ne faut jamais oublier tout cela. Alors voilà, bon, moi je trouve que c'est une très belle recherche, hein, et il y a un très beau projet qui est de reformuler les choses
Freud et Oui. pour Freud, pour Manoni et pour Dolto, mais voilà, sans les répéter nécessairement et en reprenant leurs travaux de manière critique, quoi. Peut-être on arrivera à se dire que bon, voilà, il y a des sujets névrosés, obsessionnels, hystériques et des enfants. Et on aura constitué un sujet. Je m'aperçois que vous n'êtes jamais venu à la Maison Verte. Non, jamais. Il faut venir. C'est un après-midi. J'en ai peur. Ils sont capables de me prendre en analyse là-bas. Non, mais. Ouais, non, mais ça m'intéresserait. Non, mais faut venir, Marcos, faut venir à la Maison Verte, parce que si tu veux ce que tu dis par rapport à Dolto, par exemple, sur l'histoire de l'enfant, et le sujet, tu as raison, enfant, adolescent, c'est des espèces de classifications hystéro-sociologiques, voilà. Bon, mais ce que disait Dolto, en fait, c'est que l'enfant, quand il rentre, par exemple, à la Maison Verte, ou à Grigny, à Farandole, on s'adresse à lui directement. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, moi, Je suis tu vois ce que je veux dire? Ça m'arrive, moi, de dire aux enfants, tiens, tu as amené ta mère. Bah oui. Ils sont tout petits bébés dans les bras, tu vois. Et je lui demande, comment tu t'appelles? Et la mère me dit, mais il ne peut pas vous parler, il ne parle pas. Je lui dis, c'est pas grave. Moi, je lui parle, et il va me répondre à sa manière. Et Tu vois, et il répond. qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il gazouille. Ben oui, il gazouille, il a compris la question. Tu vois, elle fait le pari du sujet. Absolument. Voilà. Et je veux dire, ça, c'était la position de Dolto. Oui, oui, Elle oui, fait le pari du sujet, même là où il n'est pas. absolument. C'est-à-dire C'est un qu'elle pari. introduit de manière performative le sujet. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu autre chose. Oui. Et elle met en place aussi dans ce cadre qui est la Maison Verte ou à Farandole, voilà, elle met en place aussi ce qu'elle appelait les interdits. Donc la castration symboligène, tout ça, voilà, il y a une ligne rouge que les enfants ne peuvent pas dépasser, il y a des tabliers qu'il faut mettre avant d'aller jouer à l'eau, il y a un miroir, tu serais ravi de voir ça, il y a un Très bien, miroir, non, où mais ils adorent aller, tu vois, se regarder, évidemment. nanana. Moi-même, j'irais devant. Oui. Pour gigoter, Et, en disant qu'il est beau, qui c'est ce mec-là. Oui, oui. Quelle est la taille Bon, du miroir? voilà. Et l'histoire des 4 ans, c'est qu'en fait, Comme ça, mais il y a les jeux ne sont pas et adaptés. les miroirs. Donc, les jeux, ça pose une limite déjà. Tu vois, à partir de 4 ans, tu ne pourras plus venir à la Maison Verte, mais c'est aussi que c'est plus adapté. C'est plus adapté à ça. C'est-à-dire que les jeux qui sont à l'intérieur de la Maison Verte, pour un gamin de 4 ans, bah, ça va plus. Oui, Ça va plus. Quoi? Parce que c'est trop petit, parce que c'est des Ah jeux oui. pour bébés, enfin, tu vois. Voilà. Non, mais moi, je trouve ça passionnant. Hein. Ouais. Et ce qu'elle Et, disait, c'est que je la veux dire, petite... il faut quand même mettre un grand coup de balai. non, pas de balai, mais un grand coup de question, quoi. Ouais. De dire, ben, Ouais. et parce qu'effectivement, Dolto, quand on la voit, on se dit, c'est un côté miraculeux chez Dolto. Elle a un succès invraisemblable. Effectivement, raconter un gosse qui se plaignait de sa famille, en disant, mais voilà, mais pourquoi as-tu donc choisi de naître dans cette famille? C'est absurde. Non, mais il faut arrêter la chiche. Mais c'est pas ça, c'est que donc elle fait endosser déjà la cruauté analytique. Ce dont tu te plains, tu en es responsable. Elle le faisait même pour des... Voilà, donc elle prenait très au sérieux, enfin, il me semble, Ah, oui. très au sérieux la subjectivité de l'enfant, Mm. en lui disant, tu es responsable de ta subjectivité. Moi, c'est plus ça qui m'intéresserait, c'est la rectification subjective et élémentaire sans quoi il n'y a pas d'analyse. Donc, je trouve que c'est lumineux chez Dolto. Donc, il faudrait. C'est plus ça qui crée des limites, si tu veux, que le coup bah, tu peux pas faire ci, tu vois, bon, il a dépassé les bornes des limites, enfin bon.
c'est la perspective. Ce qui est très très difficile dans cette prise en charge, il me semble, et dans c'est que c'est déjà c'est imprégné d'un discours d'éducateur, de pédagogie. Je te mets des limites. Ah ouais, pourquoi je t'emmerde? Non mais pourquoi? Parce que je suis l'adulte. Je te mets des limites. Ah bon, très bien. Mais en fait, les limites ne fonctionnent que quand il y a une automutilation chez l'enfant. Quand l'enfant est capable, effectivement, de s'automutiler, de dire tu es mon maître, bon, d'une certaine manière, sans avoir l'idée de disparaître comme un moins que rien. Alors qu'on voit les bagarres, il n'accepte pas. Donc toute la structuration subjective, voilà. Donc tout ça on voit que c'est un lieu de débat aussi entre la pédagogie et la psychanalyse. Donc moi je trouve ça hyper intéressant, hein, c'est pour ça que je la ramène. Mais c'est vrai que ces idées de mettre des limites à tout le monde sans arrêt, moi je mets des limites. C'est les discours du maître qui n'ont rien à voir avec la psychanalyse, sauf du maître d'école. Bon bref, voilà, moi il y a beaucoup de choses très intéressantes et sur lesquelles on a beaucoup à dire, peut-être beaucoup. Alors des questions dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Payer mon voyage à la maison verte. Ah non, c'est vous On va qui faire un avez crop, payé. on Ah va non, c'est sûrement pas approfondi. Vous pouvez me prendre comme contrôle. Docteur, elle a pas mal réussi avec son fils. Elle a réussi avec son fils. Ouais, très bon chanteur, des textes formidables. Hein? Ah, il avait l'air bien dans sa peau, ouais, c'est beau, ouais. Ah, ce qui est clair, c'est qu'il avait un moi. Bien sûr, non, mais la plupart des gens réussissent bien avec leurs enfants. Voilà, c'est quoi? Même sans rien savoir. Mais nous, les psychanalystes, on reçoit ceux qui, je dirais pas les ratés, mais on reçoit ceux qui sont en difficulté dans tout. Nous, on ne reçoit que bon, les histoires d'amour qui ne fonctionnent pas, les histoires de couple qui ne fonctionnent pas et dont on se plaint, alors que toutes les histoires, parce que le couple, il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent, mais les gens ne s'en plaignent pas. Il y a des gens qui se plaignent de leurs gosses, mais il y a plein de gosses qui vont pas à la maison verte. Donc, le mode de sélection, je veux dire, est immense aussi. Et donc, avec ça, bah, au moins, on peut dire quelque chose. Mais le principe épistémologique de la psychanalyse, c'est de parler de ceux qui ne vont pas bien, qui veulent, en tous les cas, s'expliquer à eux-mêmes pourquoi ils ne vont pas bien et qui prennent un type dont ils pensent que peut-être il a quelques idées là-dessus. Alors, la question de l'anonymat, moi, me pose une autre question. Tu vois, par exemple, ça ne va pas de soi pour moi. Alors, je n'ai pas bien compris, l'anonymat était l'anonymat de qui? De la famille. Il vient, on prend seulement les prénoms de l'enfant qu'on va noter sur un tableau et c'est tout ce qu'on demande. Sauf quand il part, il signe une feuille. D'accord. Donc là, et il met des sous. Ça, c'est très important. Hein. Pour payer mon voyage, il va falloir qu'il me remette. Non, mais l'idée, c'est quand même. Enfin, je ne sais pas, l'idée dans le champ analytique, c'est tout désir doit être incarné et avoir un nom. Et on ne fait pas d'analyse anonyme. Alors là. Mais justement, ce qui c'est marquant, c'est que c'est tout sauf anonyme dans le sens où on demande les prénoms de l'enfant. Donc c'est lui qu'on accueille en premier. Il peut s'appeler Marcos, par exemple. Voilà. Mais nous en avons. Et on va appeler la maman de Marcos. Quelle est la différence? En quoi ça le dit? En
enfin en général, on a l'idée que le nom et le prénom, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir répondre de son nom et de son prénom. C'est l'idée qu'on a. Peut-être elle est mauvaise. C'est quand même l'idée. Mais là, c'est l'idée d'un accueil, mais il n'y a pas de suivi. C'est pas Ouais. un suivi. Ouais. Mais pourquoi je ne comprends pas pourquoi le type ne peut pas dire son nom, quoi. Le sujet, il ne peut pas dire moi, Ernest. Alors, Non, du mais, côté- ouais. du côté des gens qui viennent, il y a une liberté de venir, des gens qui viennent sans papier, etc. Ils viennent, ils ne sont pas à expliquer pourquoi ils viennent. Et du coup, entre nous, on ne communique pas. Il y a une confidentialité qui fait que la personne qui est venue mardi, il va déposer plein de choses. Et s'il vient mercredi, il n'est pas obligé de parler, de revenir sur ça. C'est ici et maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, pas du tout. Non, non, C'est la l'idée rencontre. de ça, ouais. Je sais pas. Bon, enfin, c'est une drôle d'idée, mais bon. Voilà. S'ils sont sans papier et sans nom, c'est pas drôle. Comment? S'ils sont sans papier et sans nom, c'est pas drôle. Là, c'est déjà, ouais, c'est déjà Non, très mais ennuyeux. il y a les quoi. noms de l'enfant. Là, c'est les prénoms de l'enfant qui. Non, mais c'est son prénom, c'est pas son nom alors. Bah ouais, C'est son prénom, oui. Oui, oui. Non, je trouve. mais ce que je veux dire qu'il y a des sans-papiers, c'est effectivement pour éviter effectivement les classes sociales. Mais en fait, c'est repérable de toute façon quand il passe. Même si un nom, on repère bien la différence de classe sociale dans ces parents qui viennent accompagner leurs enfants. Mais ils sont comme tout le monde, on ne demande que les prénoms de l'enfant. Je sais, je suis très au courant de ce qui se passe. L'idée, c'est comme. C'est vrai que c'est une question. C'est-à-dire d'être responsable de son désir. Et c'est ce qu'on voit Dolto au tout gosse, le gosse qui est responsable de son désir, c'est d'avoir un désir en son nom. Je ne sais pas. Bon. Mais Oui. si ça marche bien comme ça. Enfin, si tu veux, on peut remonter à la création en fait, de cet accueil-là et d'autres accueils. C'est aussi son idée au départ, Adolphe, c'était quand même de briser l'isolement des mères qui étaient seules avec leurs enfants dans les appartements. Les pères étaient à la guerre, etc. Voilà. C'était cette idée-là au départ. Bon. Après, elle a travaillé avec des psychanalystes et des éducateurs, voilà, qui ont, si tu veux, voulu qu'il n'y ait pas. C'est pas comme une psychanalyse classique où la personne doit revenir, tu as bien compris ça, 3 fois, 4 fois par semaine. C'est vraiment un accueil où les gens viennent parfois une fois. Une fois. Voilà. Et donc, on demande que le prénom parce que ça permettait aussi de sortir des idées des CMPP ou des PMI ou des centres où il y a des suivis. C'est un acte de résistance à l'administration. Voilà. Et son côté ravageur. Oui. Il n'y a pas de dossier. Oui, Oui. c'est ça. Parce qu'ensuite, on va vous demander le dossier, La sécurité les sociale. actes, la remboursement, Oui, tout à fait. les normes. Et pourquoi vous n'êtes pas au DSM Oui. Ah oui. Oui. Donc, Tu vois, c'était ça l'idée de l'anonymat. ça me semble contradictoire avec la logique de Dolto. Voilà, c'est ça. Bah, Parce que lui, pas du tout. elle qui demandait à ce qu'on lui paye même avec des petits trucs, Les paiements symboliques. des des paiements symboliques, qui insistait beaucoup sur le registre symbolique, donc d'un seul coup, mais bon, elle a dû avoir ses réponses. Ouais, peut-être que c'est ça, c'est une espèce de résistance. Ouais. C'est possible. Administratif. Oui, tout à l'heure, vous parliez du stade du miroir, Ouais. où, entre guillemets, le sujet se découvre et s'approprie en quelque sorte du miroir. Mais donc, vous disiez que, comment dire, ce qu'il découvrait l'enfermait en quelque sorte. Donc, comment dire, l'hypothèse qui est posée, c'est qu'on ne donne pas de nom. Alors, vous, là, vous voulez donner un nom au moi. Oui, bah, ici, là, présentement, vous Au dites... sujet, Oui. c'est pas tellement Mais moi. tout à l'heure, vous disiez qu'il ne fallait pas que la personne se pense être Mais moi. non, mais c'est le registre imaginaire de la constitution du sujet, mais il n'y a pas que le registre imaginaire. Donc, dans le registre imaginaire qui est de moi, le sujet, effectivement, qui est le sujet de la connaissance, est le sujet de l'aliénation par excellence au moi. Mais évidemment, il est aussi sujet du symbolique, puisque c'est ça qui lui permet d'être, c'est ce capitonnage
de l'imaginaire sur la parole, pour dire les choses clairement, du symbolique, la parole, c'est toi, fils de machin, petit-fils de machin, greffier, notaire, fils de notaire, rabbin, tout ça, ça pèse dans une histoire. Donc, c'est ça le registre, pour dire les choses simplement. Non. Donc c'est ce capitonnage-là qui est important. Et quand ce capitonnage ne se fait pas, le sujet est supposé rester dans le registre imaginaire, qui est une captation aussi, quand il y a un imaginaire qui se forme. Parce qu'après, il peut ne pas se former du tout le registre imaginaire et le sujet ne se reconnaît plus, par exemple, dans le miroir. C'est le déclenchement de la schizophrénie. Le sujet ne se reconnaît plus. Par contre, il entend le cas échéant, il entend des voix. Donc on a bien, vous voyez, donc tout ça, il ne faut pas rester sur un des 3 points. Ça, donc le fameux, Racine, Lacan, le symbolique, l'imaginaire et le réel, tout ça, il y avait à faire un pitch pendant des heures, mais enfin, bref, sur cette question. Donc, pour Lacan, c'était très important. Et même, c'était l'une des choses les plus importantes que le sujet puisse répondre de son nom. C'est pas le cas ici, voilà, c'est tout, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais on peut le questionner. C'est pas une science, ça sert à rien. Voilà, alors, encore des questions? C'est un peu long sans doute le développement, mais en quelques mots, vous avez juste évoqué la question de la demande qui paraît effectivement très importante parce que c'est pas l'enfant qui demande, c'est ses parents, donc comment vous faites avec ça? C'est-à-dire que un psychanalyste d'enfant, c'est très rare que ce soit un enfant qui demande d'avoir un psy. Ça arrive. Moi, j'ai reçu des enfants dont les parents sont psychanalystes. Ils demandent d'avoir un psy, là oui. Mais sinon, c'est les parents qui viennent parce que vous disiez, ils viennent pour se plaindre. Et souvent, les demandes sont différentes. Ça va être d'un parent qui se plaint d'un enfant qui ne travaille pas, qui fait des crises. Et l'enfant, il est très bien comme ça. Il n'a pas envie de travailler, c'est pas. Mais en général, il s'en saisissent de quelque chose. Une demande, et la demande, du coup, en général, on va faire des entretiens. L'enfant, il va demander à revenir, mais avec une demande complètement différente de ce qui était évoqué par les parents, que parfois ils vont être très fâchés avec nous parce qu'on va. Voilà, on ne veut pas que cet enfant-là devienne plus sage. Mais et les transferts, vous travaillez sur les transferts en psychanalyse pour enfants, c'est très délicat aussi. Parce qu'on est aussi avec les transferts des parents. Et qu'il faut prendre en compte parce qu'il est là. Donc, et tous les psychanalystes pour enfants, ils ont travaillé ça d'une façon ou d'une autre. C'est l'alliance thérapeutique. Winnicott disait les parents comme co-thérapeutes, ils sont tous nécessairement, à un moment ou à un autre, on prend en compte la place des parents parce qu'il faut travailler avec ça. Oui. D'autant plus si l'enfant est symptôme des parents. Donc en général, il arrive aussi qu'on écarte l'enfant et qu'on prenne directement les parents. On analyse. Peut-être ça pourrait aider votre enfant de venir ou d'aller voir machin. Très bonne analyse d'adulte. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est très rarement la demande manifeste des parents, c'est très rarement la demande des enfants. À 4 ans, on imagine, oui. Jamais la demande de l'enfant. Et dans ta pratique, tu as déjà vu des enfants qui essayaient de guérir leurs parents? Qui quoi? Qui essayaient de guérir leurs parents? Ah oui, ils les laissent à la maison verte. Et les enfants qui voient que la mère commence à raconter des choses, il va jouer avec eux. Il est rassuré que la mère, elle était prise en charge. Mais tu parles des enfants qui guérissent les parents, là, dans leur fantaisie, qui sont des... il y a eu des textes là-dessus à n'en plus finir. Non. Hein?
Non, mais enfant guérisseur des parents, réparateur. Il y a eu beaucoup de travail, enfin, il y a eu du travail. Mais même des petits comme ça. Oui. Ouais, ça t'intéresse? Non. Non, ça t'intéresse pas. Ouais. Parfait. Bon, donc merci beaucoup Maria, Merci à c'était vous. vraiment très...